Alors, merci Hachem, on va redémarrer la rentrée. Ces cours Bezat Hachem, j'aimerais les partager en deux parties. Une partie théorique halachique, parce que, bon, on parle beaucoup de la paracha, d'Ashkafa, de la pensée, de tout ça, mais on a besoin, on va dire, d'être dans le vivant, dans le réel. Et il y a beaucoup de choses qui, malheureusement, sont ignorées et sont délaissées parce que on est tellement pris par la vie que finalement on est obligé de manger tous les jours et on fait pas toujours, on ne sait pas toujours comment manger cachère. Même si on a profondément l'envie de manger cachère, on sait que c'est important, qu'on achète tout cachère, et il est possible que malheureusement, à cause d'ignorance, pas par des négligences, mais de l'ignorance, on risque malheureusement des fois de ne pas manger cachère. Il y a deux points importants. Alors que j'aimerais consacrer ce cours pour la Refoua Shlema de notre ami Yolande, Rachel Balchabiya, qui a eu on va dire, des petits soucis et qui, Baruch Hashem, là, en ce moment, grâce à Dieu, commence à reprendre, alors que Dieu fasse que Akadosh Baruch Hu lui envoie une Refoua Shlema et qu'elle redevienne, Berzat Hashem, Bebri ou Tetana, avec une santé impétueuse. Alors, merci Hashem, voilà. Et il y a un bonsoir, bienvenue. On va commencer, Berzat Hashem. Donc, je disais que le cours sera en deux parties. On va essayer de faire des cours en deux parties. Une partie à halakha qui va durer, on va dire, un quart d'heure maximum. Et il y a des choses qui sont revenues de manière très récurrente ces derniers jours par les questions que j'ai entendues, en tout cas des hommes, parce que jusqu'à présent, on n'avait pas repris le cours des femmes. Mais il y a des personnes qui posent des questions, notamment sur la cache-route et sur des choses qui ne sont pas souvent très bien connues. Alors, vous savez que tous les matins, on fait une halakha ou deux pendant la tfila, ce qui fait que ça me permet de sonder un petit peu quelles sont les lacunes et les carences de certaines personnes. En fonction de la réaction du public, je comprends que j'ai mis le doigt sur un sujet sensible. Et ce sujet sensible, ça a été notamment ce qu'on appelle Bedikat Todaim, c'est-à-dire la recherche des insectes. J'en ai parlé à ma fille parce qu'elle est en contact avec une dame qui a écrit un livre sur la vérification des aliments. C'est Madame Benchaya. Voilà, c'est Madame Benchaya. Alors, cette dame, il lui reste très peu de livres et j'ai eu d'un seul coup une demande explosive. Chacun me demandait un livre. Maintenant, je ne sais même pas si elle est en mesure de fournir tous ces livres. Il lui en reste une dizaine. Et donc, en fait, je vais les faire revenir par ma fille, Merci Hachem, pour Shabbat. Et la semaine prochaine, voilà, si ça vous intéresse, c'est un livre très bien fait, simplifié, surtout qu'il est adapté au climat français dans lequel nous sommes. Pourquoi? Parce qu'en Israël, les risques de trouver des insectes dans les aliments est beaucoup plus important du fait de la chaleur et du type de culture, de la manière dont on cultive la terre. Ici, bon, on utilise des produits, des pesticides, en veux-tu, en voilà, et le risque d'insectes diminue, d'abord parce que le climat est tempéré, puis ensuite parce qu'ils sont quasiment tous éliminés en amont, au moment de la récolte. Ceci étant, pour ceux qui mangent des légumes bio, c'est d'actualité parce qu'ils sont très infestés de bêtes. Donc, il faut faire attention, tous les légumes bio sont particulièrement favorables à ce type de choses. Il y a des petites notions donc, sur ce qu'on appelle les tolarim. Il faut savoir que lorsqu'on mange un hamburger avec du chazir, avec du porc à l'intérieur, on transgresse un interdit. On mange un petit moucheron, on transgresse 5 interdits. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui est surprenant. Pourquoi? Parce que c'est en fonction des mentions et des mitzvot qui sont rapportés dans la Torah que nous, en fait, nous sommes susceptibles de transgresser tous ces interdits. De manger quelque chose de taref, c'est un interdit. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas grave, mais c'est déjà très grave. Mais imaginez 5 fois coefficient 5 lorsqu'on mange un petit insecte. Et pourquoi c'est beaucoup plus grave? Parce qu'on n'a pas le sentiment de fauter. Et donc, on continue. On n'a pas le sentiment de fauter quand on mange, par exemple, je ne sais pas moi, des petits insectes qui sont pratiquement invisibles.
on mange des fenouilles, par exemple. Hein. Vous avez vu les fenouilles, la bête fait un dixième ou un quinzième de millimètre en épaisseur et peut-être l'équivalent d'un demi-millimètre en longueur. C'est très, très difficile à déceler. Lorsque on mange des fraises ou des choses comme ça, on n'a pas le sentiment de transgresser et il faut faire très, très attention. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les insectes, lorsqu'ils sont entiers, ne sont pas annulés. Vous avez un principe en cache-route qui s'appelle l'annulation de l'interdit. L'annulation de l'interdit. Imaginons que j'ai une marmite de viande et qu'en en versant le biberon de mon enfant, j'ai fait éclabousser une goutte de lait, j'ai fait maladroitement, ça peut arriver. Shabbat, on est dans la DAF, elle est sur la plata, etc. Le petit il pleure, et là, on fait réchauffer le biberon dans le bain-marie, la chaïda, et je prends la bouteille de lait, je verse dans la truc, il s'avère que je viens d'ouvrir la brique. Et alors, on vient d'ouvrir la brique. Donc, ça veut dire que quand je verse, ça va goûter et ça risque d'éclabousser. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Et qu'est-ce que je fais de mon plat? J'ai une goutte de lait qui tombe dans le plat. Alors là, j'ai un principe qui s'appelle Batel Bashishim. C'est annulé dans 60 fois son volume. 60 fois son volume, j'ai une DAF qui, évidemment, fait 60 fois la taille de ma goutte de lait, d'accord? Donc, je vais considérer comme si c'était Batel. En revanche, je ne peux pas dire, tiens, j'ai un principe d'annulation. J'ai, je ne sais pas moi, imaginons, j'ai 5 litres de DAF. Je peux donc mettre l'équivalent de 50 millilitres de lait. Ça va donner un petit peu de liant, ça va donner un petit côté onctueux, d'accord? Crémeux. Bon, ben ça, je n'ai pas le droit. Pourquoi? Pourquoi pendant 60 fois le volume, j'ai quand même respecté le principe de Bitul Bashishim? Parce que là, je l'ai fait Beratson, je l'ai fait volontairement. Et donc, ce principe d'annulation ne marche pas volontairement. Ce qui fait que lorsque je vais vouloir annuler un interdit, je n'ai pas le droit d'annuler, je n'ai pas le droit de le faire volontairement en le noyant dans 60 fois son volume. Ça, ce n'est valable que quand je mets des aliments qui ne sont pas considérés comme chashuvim, importants. En revanche, quand j'ai une petite bête, même une petite bête de un quinzième de millimètre sur un demi-millimètre que je mets à l'intérieur de ma soupe, eh bien, il faut savoir que la petite bête n'est pas annulée dans 60 fois son volume, même si c'est par inadvertance. Ce qui nous oblige à faire l'abdika de tous mes légumes avant de les mettre dans l'eau. Pourquoi? Parce que je ne vais pas dire, bon, ils vont mourir et il va être de toute façon 60 fois son volume. Pourquoi? Parce qu'il est entier. Un aliment entier n'est pas annulé même dans 1000 fois son volume. Donc un aliment, quand je dis un aliment, c'est un interdit qui est entier, n'est pas annulé même dans 1000 fois son volume. C'est pour cela qu'il faut faire très attention, on va arriver l'hiver, on va faire des soupes, donc il est très fréquent de mettre des... Alors il y a des légumes, il ne faut même pas chercher à les nettoyer. Il y a une possibilité de les nettoyer, justement, dans ce livre, elle explique ici en France comment on peut éventuellement nettoyer certains légumes qui sont en Israël considérés comme invérifiables, ou alors à condition qu'ils soient en culture protégée, c'est-à-dire qu'ils poussent sur des sols d'eau et non pas des sols de terre dans lesquels en fait on assure que la bête n'est pas rentrée. Par exemple, le principe de culture de Gush Katif, qui ensuite n'est plus maintenant entre les mains des Israéliens, mais ils ont exporté ce même système de fabrication dans d'autres kibbutzim, et maintenant on vend ce type de légumes sous Ashgacha, sous contrôle rabbinique. Donc, il faut faire très attention à ça. Il y a le deuxième principe dans les bêtes, c'est ce qu'on appelle le risouk, c'est-à-dire le haché. Lorsque je vais faire ma soupe et je vais prendre mon insecte à l'intérieur et je vais faire mon moulinet, mon pied mixeur. Imaginons que j'ai une mouche à l'intérieur, une vraie mouche. D'accord? Donc, une petite bête, ça se mixe pas. Pourquoi? Parce que le moulin, il n'est pas capable de mixer une petite bête. D'accord? Je vois que Myriam va tomber de l'œil. Non, ça va? Non, donc, hein? Attention, on n'a pas dit que mixer on peut. Mais j'ai une mouche. J'ai une mouche et il s'avère que je n'ai pas vu la mouche. Je l'ai mixée.
Et une fois, je m'aperçois qu'il y a des morceaux de mouche. D'accord? Ou alors, ma mouche, on va dire, elle était dedans, mais maintenant, elle est plus visible. Elle est plus visible. Je l'ai mixée. J'ai le droit de manger. D'accord? Certains seront plus marmiris, mais diront qu'il faut filtrer la soupe. Mais des fois, c'est faisable, des fois, c'est pas faisable. Le risouk, c'est-à-dire le broyage, ça, ce n'est valable que si je ne le fais pas exprès. C'est la même chose que le bitoul, c'est-à-dire l'annulation, en rajoutant 60 fois le volume. Si je n'ai pas fait exprès, si mon intention n'est pas de hacher ou de mouliner dans un but d'annuler le issour. Si je l'ai fait parce que je voulais hacher mes légumes, tout simplement, je voulais les mettre en bisque ou je sais pas, en velouté, j'ai haché mes légumes et qu'avec ça, j'ai haché mes insectes, je n'en avais pas connaissance, ça, il reste permis. Par exemple, vous ne saviez pas que les insectes étaient éventuellement présents à l'intérieur de la soupe. Vous avez mixé en toute naïveté la soupe. Il y a quelqu'un qui rentre chez vous à la maison, il dit ah mais ça sourd, il y avait des bêtes. C'est pas grave, maintenant c'est permis. C'est pas votre intention de mixer les bêtes, d'accord? En revanche, si vous le faites exprès, c'est pas valable, d'accord? Si maintenant vous achetez des confitures ou des choses comme ça dans les supermarchés, à partir du moment où elles sont cachères, ces confitures, même s'il est évident que les insectes ont été mixés, cuits, broyés à l'intérieur de marmites, ce n'est pas vous qui l'avez fait, c'est des personnes qui, eux, n'ont rien à faire, ils ne sont pas concernés par ces souris. On a le droit de manger donc des confitures. C'est pour ça qu'à la limite, une confiture qui n'est pas faite par un juif est plus cachère qu'une confiture qui est faite par un bon juif. Qui n'est pas faite par un juif est plus cachère qu'une confiture qui est faite par un juif. D'accord? Donc, ça, c'est pour le principe, ce qu'on appelle des insectes. Donc, ne pas pouvoir annuler le principe de l'insecte parce qu'il est entier, ne pas pouvoir le broyer intentionnellement pour l'annuler, tout ça, ce sont des notions qu'il faut connaître et il faut savoir vérifier. On ne va pas rentrer dans les détails de la vérification, mais savoir que chaque légume a son type d'insecte. Il y a un petit fascicule très, très bien fait. Bazrat Hashem, la semaine prochaine, j'essaierai avec l'aide de Dieu de vous les ramener. Il doit en rester 4-5 à disposition, mais hein, non, il n'y en a plus dans les librairies. Elle est partie lui demander, elle va les chercher ce soir, normalement, et elles amènent Shabbat, Imir Sachem. Il y en a déjà 3-4 qui sont partis chez les hommes, donc bon, par foyer, bien évidemment. D'accord. Donc, on va essayer de pouvoir, Bazrat Hashem, se sensibiliser sur la question, parce que c'est dommage. Alors, si maintenant l'aliment a été broyé, qu'il a été cuit dans une marmite, etc., par exemple, on a fait cuire un insecte, et puis ensuite on l'a retiré, mais il a cuit dans la marmite, ça ne rend pas la marmite interdite. D'accord. Ou alors, par exemple, lorsque vous prenez du thé, il faut savoir que dans les sacs de thé, vous avez des petites bêtes. Et étant donné que les bêtes ne sortent pas par le sac filtrant, alors le mitz tolarim, c'est l'extrait qui n'est pas la bête elle-même, ça, c'est permis. Et donc, c'est pour ça qu'on a le droit d'utiliser un thé sans aucun problème, même si on sait pertinemment qu'il y a des petites bêtes, qu'elles soient mortes ou vivantes, ce n'est pas mon problème. Hein. Ça reste tout aussi interdit, mais quand elle est à l'intérieur du sachet qu'elle n'est pas filtrée, ça ne pose pas de problème. Deuxième problème de cache-route, après on parlera de la parcha de cette semaine. Deuxième problème de cache-route, très important, le principe du harif. J'ai fait des cours vous allez retrouver ces cours, mais juste vous sensibiliser sur une question qui n'est pas bien connue. Vous devez avoir vous savez que dans une cuisine, vous devez avoir une cuisine des ustensiles bassari et des ustensiles halabi. Ça pas chaud. Des ustensiles de viande, des ustensiles, on n'a pas le droit d'utiliser les mêmes ustensiles. Ceci étant, il y a un troisième type d'ustensile qui est nécessaire pour une cache-route parfaite, c'est ce qu'on appelle l'ustensile parvé. L'ustensile parvé, c'est-à-dire celui qui n'a ni coupé de viande, ni coupé de lait. Pourquoi c'est important? Il n'a jamais été utilisé à chaud avec du lait ou avec de la viande. Parce que cet ustensile parvé, il est parfait aussi parce qu'il va vous aider. Il va en fait vous servir à découper des mets qui sont harifim, c'est-à-dire piquants.
Alors, les mets harifim, les mets piquants, ils ont un critère particulier. Si maintenant, vous prenez, je ne sais pas moi, un couteau bassari, propre, d'accord? Et qu'avec ça, vous avez coupé, je ne sais pas moi, un morceau de pain. Et qu'ensuite, ce morceau de pain, vous voulez mettre du fromage dessus, pas de problème. Pas avec le couteau bassari. Hein. Vous avez coupé votre couteau bassari, il est propre, vous avez coupé du pain. Ça ne pose pas de problème. On ne va pas avoir de transmission du statut bassari du couteau au pain. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça se fait à froid et qu'il n'y a rien, il n'y a aucun élément à l'intérieur du pain qui soit capable de capter le statut du couteau. Dans le statut harif, il a une capacité de pouvoir se transformer en bassari. C'est-à-dire que vous prenez un oignon, vous êtes en train de faire une pizza, vous avez pris un oignon et que vous coupez votre oignon pour faire revenir votre sauce de pizza avec un couteau bassari propre, on ne parle pas d'un couteau sale, c'est pareil que c'est un couteau propre. Vous avez coupé déjà de la viande avec l'eau chaude, etc. Votre oignon devient bassari. Et donc, c'est de l'oignon, mais c'est de la viande. Simplement, il a un statut de viande particulier. Si ça avait été de la vraie viande, je n'aurais pas le droit de manger de halavi après, puisque je viens de manger de la viande. Mais là, j'ai le droit de manger, si j'ai mangé mon oignon, j'ai le droit de manger de halavi après. En revanche, je n'ai pas le droit de mettre avec cet oignon du halavi. Sur ma pizza, j'ai mis du fromage. Pourtant, il n'y avait pas de viande. Il y avait juste cet oignon qui avait été coupé au préalable avec un couteau bassari. Cet oignon devient bassari. Et donc, il ne peut pas être mélangé avec du halavi. C'est le din de harif. Je veux juste vous interpeller sur cette question. Ce sont des lois qui sont, qui ont besoin d'être étudiées, qui ne sont pas comme ça intuitives. Il faut savoir exactement comment on cuisine, parce que on risque malheureusement de transgresser le fait de manger bassar vechalal, c'est-à-dire ou alors par exemple prendre une cuillère bassari, une cuillère halavi, et les planter par exemple à l'intérieur d'un ustensile qui est chaud. Le principe de la chaleur va faire en fait un échange moléculaire, et donc je vais me retrouver avec un problème au niveau de mes ustensiles. Eh bien, le harif, il a cette capacité de capter le statut du kéli. Et s'il capte le statut du kéli, alors dans ce cas-là, il devient comme le kéli. Et alors, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc, tout à fait. Alors, ce qu'il y a parfois, c'est qu'on va par exemple faire du parvé. Imaginons que vous vouliez faire une salade de tomates et puis vous faites, après une salade de tomates, vous avez un couteau par exemple halavi qui lui n'est pas suffisamment aiguisé pour pouvoir couper vos tomates. Et donc, hein, voilà. En général, il y a des gens qui ont par exemple une vaisselle halavi qui n'est pas prévue pour faire de la grosse cuisine. On est beaucoup plus passari, les juifs. Enfin, il y en a qui sont. Hein. Donc, en fait, les ustensiles qu'on a en halavi, c'est juste pour mettre du beurre, pour couper du fromage, zéro. Mais alors, pour couper des légumes, mâcher des trucs, c'est pas, en général, c'est dans le bassari qu'on a ce genre de problème. Donc, on se confronte dans une salade mozzarella à ce problème-là. Je prends de la tomate qui est harif. Je prends la tomate, c'est un statut harif. Ouais. Il y a, bon, c'est pas. Alors, l'oignon, l'ail, la tomate, le citron, ça fait partie des aliments qui sont. Pardon? Alors ça, je vérifierai, mais il me semble que j'ai vu la tomate dans la liste des aliments harif. Et parce qu'en fait, il y a quand même. Harif, ça, c'est pas piquant au sens purement, on va dire, linguistique. Ça veut dire aussi acide. Dès que vous avez quelque chose d'acide et piquant, c'est assimilé, on va dire, c'est à la même enseigne, capable de pouvoir absorber le statut du couteau. Et j'avais déjà parlé de cette dame, Zichronaïm Racha, Madame Ackerman, qui était professeure de biochimie à la chaire de Strasbourg, de la faculté de Strasbourg, qui était une femme très, très instruite, très érudite en Torah et très religieuse, et qui avait écrit un livre pour expliquer de manière chimique, biologique, le principe de Bassar Vechalal,
où elle expliquait que la science, finalement, à travers les halachot du Shulchan Aruch, elle le traduisait en langage scientifique et elle montrait le parallélisme dans les paroles de nos Chachamim. Très, très intéressant. Il n'existe plus ce livre. Je crois qu'il doit me rester. On m'avait offert un. Je ne sais plus qui c'est qui m'avait trouvé sur Amazon ou je ne sais quoi. Il restait un livre. Et comme je ne l'avais pas, j'avais perdu, je ne savais pas où il était. C'était mon cadeau de fin d'année dans les cours des femmes, il y a 10 ans ou 12 ans. Bon. Ça, c'est juste au niveau cache-route, peut-être attirer l'attention de toutes celles qui sont amenées à cuisiner, faire attention dans la dikat tolarim et dans le harif, savoir bien utiliser les couteaux qui sont adaptés pour ne pas risquer. Alors justement, comme on est dans le doute, eh bien, toujours utiliser, comme vous dites, les couteaux halavi. Pour tout ce qui est halavi, couteau bassari, c'est aussi le cas de la planche à découper, sur lequel on découpe même si on la lave après, si on va couper des oignons, de l'ail, etc., avec quelque chose de bassari, eh bien, il va y avoir une absorption, même si en soi, ce n'était pas notre souhait, hein, même si ensuite on va laver tout ça, il faudra faire attention à ce niveau-là, pas se rattacher. Alors, je vais, avec l'aide de Dieu, donc deuxième partie du cours. Oui, allez-y. Si un enfant se trouve entre une cuillère bassari travaillée. Voilà, alors ça va dépendre comment il va se tromper. Et ça dépend du type d'instrument, et ça dépend de beaucoup de choses. Ça, c'est, on va dire, cas par cas. En général, lorsque c'est fait à froid, on rince, c'est tout. Vous prenez une cuillère bassari, vous mangez un yaourt avec, d'accord? Le yaourt, il n'est pas interdit. Et la cuillère, elle est cachérisable juste par lavage. C'est pas grave, vous la rincez à l'eau, d'accord? Vous la rincez pas à l'eau chaude, pas à l'eau chaude, à l'eau froide ou à peine tiède, d'accord? Vous la lavez, vous mettez un détergent dessus et vous lavez, par exemple, dans l'évier un autre évier que celui, voilà. Et ça pose pas de problème. Tout ce qui est utilisé à froid, si utilisé à froid, mais avec quelque chose de harif, ça c'est cas par cas. Ce qui est utilisé à chaud, ça va dépendre de l'ustensile. Si c'est un ustensile en verre, on peut réutiliser. C'est un ustensile poreux, comme le grès, la porcelaine, des ustensiles comme ça, un petit peu à base de terre. Alors là, ça s'imprègne. Ça, c'est un autre dossier. Il faudra voir cas par cas en fonction de la chaleur, en fonction de la dernière utilisation de l'ustensile. Il y a différents paramètres. Ça, voilà. Mais j'ai par exemple mis, je sais pas moi, j'ai versé, j'ai jeté dans mon évier halavi, j'ai jeté de la viande ou je me suis trompé. C'est pas grave, je lave à l'eau froide. Et l'évier en lui-même, lui pose plus de problèmes sur l'aliment lui-même que sur l'évier lui-même. Parce qu'en vérité, d'après la halakha, on n'a pas besoin d'avoir deux éviers. Pourquoi on a deux éviers? Pour éviter justement les confusions. Mais ma mère, Zichrouna Ibracha, avait un évier avec deux bassines. À l'époque, on n'avait pas deux éviers. Ce n'était pas des appartements équipés comme nous, grâce à Dieu. Il y en a qui ont deux frigidaires, il y en a qui ont deux cuisines, il y en a qui ont deux maisons. Donc, de ce côté-là, on n'a pas de problème. Aujourd'hui, à l'époque, c'était un seul évier. En général, il était en porcelaine ou en bakélite. On n'avait pas les éviers en inox. Ce n'était pas encore répandu comme maintenant. Donc, c'était très difficilement cachérisable, pour ainsi dire, pas cachérisable. Et la question se pose lorsque vous partez en vacances, que vous louez un Airbnb, eh bien, on va se retrouver, on ne va pas installer un évier Hanavi, un évier Bassari. Donc, il y a des techniques. C'est juste pour l'aliment que ça pose un problème. S'il touche et qu'il est chaud, que ce soit l'évier qui est taref, ça pose un problème. Mais l'évier qui soit mélangé Bassari, Hanavi, etc., à limite, c'est pas grave, une fois qu'on laissera 24 heures d'évier sans utilisation, et après à chaud, on fera un rouille, on versera de l'eau bouillante sur l'évier, à ce moment, mon évier deviendra cachère. Mais pour ce qui est des erreurs à froid, ça a toujours possibilité de rattraper. Ça, c'est pas grave. Et si on se pose la question de dire mais alors, comment c'est fait à l'intérieur du tuyau, il y a du bassari et du halavi qui vont tomber.
tandis que c'est destiné à être perdu, on n'est pas concerné par le halal, parce qu'on a un interdit dans la Torah, pas simplement de manger, mais de mélanger. Si par exemple je suis juste préparateur de repas pour un non-juif et que je prends de la viande cachère avec du fromage cachère et que je fais un mélange, ça c'est pas moi, c'est pas moi qui le mange. C'est je prépare un repas pour un malade, d'accord? Je n'ai pas le droit de le faire pour quelqu'un. Ça s'appelle un interdit de la Torah. Donc, maintenant, si je vais verser dans le même évier du bassari de Khalabi, j'ai peur, je vais m'en trouver avec du mélange. Mais ce mélange, étant donné qu'il n'a pas de destiné à être utilisé, mais uniquement à être perdu, ça ne pose pas de problème. Mélanger du Khalabi et le bassari dans une poubelle, mettre le reste de ma viande et verser mon yaourt dans la poubelle, ça ne pose pas de problème au niveau de la halakha. Alors, le café au lait, il est chaud. Alors, ça va dépendre aussi du type de votre cuillère. Si votre cuillère, elle est en deux parties, si elle est en une partie, ça, c'est facilement cachérisable en général. Il faut vraiment être... bon, il y a toujours, c'est cas par cas. Il faut voir. Ou alors, ça serait trop, comment dire, difficile comme ça à énumérer. D'abord parce que ça ne serait pas retenu. Et puis, en plus, c'est très, très, très technique. Et je pense que c'est juste, en fait, l'intérêt de prendre conscience et de veiller justement à être en amont de la faute plutôt que de se heurter aux erreurs de dernière minute. Là, merci Hachem, juste un point de détail que j'ai trouvé important Bazat Hachem de partager avec vous ce soir, c'est que la paracha de cette semaine, la paracha de Lech Lecha, alors, je vois que Hachem, tout le monde est au top. Moi, ma petite fille tout à l'heure, elle m'a appelé, elle m'a dit c'est un paracha de Noach. Alors son père il dit quoi? C'est pas Noach. Elle dit non, Lech Lecha. Donc elle s'est reprise parce que c'était un déshonneur pour elle. Genre, elle a dit Noach, alors c'était Lech Lecha. Donc parachat Lech Lecha, on va parler en fait du démarrage de la vie d'Abraham Avinu. Abraham Avinu, en fait, est l'homme qui va en fait démarrer l'histoire du peuple juif, même si Abraham n'est pas juif en tant que tel, il va observer la Torah de manière purement prophétique, sans l'avoir reçue, mais Abraham Avinu est le père des nations. Et Abraham Avinu va être par définition le défenseur du monothéisme, en essayant de convaincre tous les contemporains qui sont en train de foncer droit dans le mur. Pourquoi? Parce que il est après le déluge. La génération a connu les contemporains du déluge, c'est-à-dire Noach, qui lui était le seul survivant du déluge. On est dans ils sont dans ils concrétisent véritablement la relation entre Akadosh Baruch Hu et l'humanité, parce qu'ils ont vu que quand Akadosh Baruch Hu n'est pas content, voilà ce que ça fait. Ils savent que le déluge a eu lieu quelques années, quelques décennies auparavant, et pourtant ils s'égarent et commencent à entrer dans l'idolâtrie. Bon, c'est possible, c'est un autre sujet de discussion, mais en tout cas, on s'aperçoit que très tôt, très vite, à peine le déluge est parti, déjà, le monde se reconstruit déjà sur des bases qui sont véreuses, puisqu'ils ont voulu monter une tour pour rivaliser avec Dieu, ils se sont mis à faire de l'Avodazara, c'est impensable. Nous, on se dit, mais attends, si Dieu, si on avait dans notre livre d'histoire, en 1945, il y a eu le déluge, il y avait des contemporains du déluge qui étaient là pour témoigner, de dire, ah là là, c'était terrible. Moi, je vais commencer à remettre en question la parole d'Akadosh Baruch Hu. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais c'est vraiment une question qu'on est en mesure de se poser. En tout cas, pour Abraham Avinu, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de convaincre ses contemporains d'abandonner la notion d'idolâtrie. Et il va à l'encontre même de tout le monde entier. Tout le monde entier pense le contraire de ce qu'il faut penser. Il n'y a que Abraham Avinu, le seul Abraham Avinu, qui est capable de voir Akadosh Baruch Hu, de sentir Akadosh Baruch Hu, de percevoir la divinité comme étant une notion complètement différente de celle que perçoivent les contemporains,
Et il va renverser le monde. Abraham Avinu est appelé à Ivri, et non pas le juif. À Ivri, ça veut dire l'hébreu. C'est quoi un hébreu? Ça vient du lachon Ivri. Ivri, ça veut dire Ever. Ever, c'est une rive, c'est passé. Rover, c'est passé. Donc Ivri, c'est celui qui est passé de l'autre côté de la rive. C'est-à-dire que tout le monde marche ici, et lui, il marche dans l'autre sens, sur l'autre côté de la rive. Il est seul. Il est à contre-courant de l'humanité. C'est ça un juif. Un juif, Rav Sitruk à la Vachelom disait, quand on commence à vous prendre pour un fou, vous êtes sur le bon chemin. C'est comme ça. C'est ça le principe du juif. Le juif, il va toujours dans le sens contraire de toute l'humanité, alors qu'il est en train de défendre le principe que tout va selon la majorité. Il est la minorité du monde, et quand même, il continue à s'entêter dans ses idéologies. Et donc, Abraham Avinu, il reçoit un ordre d'Akadosh Baruch Hu qui lui dit tu dois sortir de ta terre, de la maison de ton lieu natal, de la maison de ton père. Rachamim pose la question, il dit attends, sors de ton pays. Ça y est, on sait, il va sortir de son pays, il va sortir de la maison de son père. Sors de ton lieu natal. Il sort de son pays, il sort de son lieu natal. Sors de la maison de ton père. Cette redondance n'est pas habituelle dans la Torah. Donc on va répéter quelque chose qui s'entend par lui-même. S'il sort de son pays, j'habite la France, je sors de la France, Dieu me demande de sortir de la France, je serai obligatoirement sorti et de mon lieu de naissance et de ma maison natale, de la maison de mon père. Donc qu'est-ce que ici la Torah, elle cherche à nous faire comprendre? Et le Rav Pinkus à Shalom explique que sortir de la maison de son père, c'est fuir l'influence du père. La maison du père, il faut savoir que Terach était un idolâtre. Et l'ambiance était très forte au niveau Touma, au niveau impureté. Et donc, il y a Kadosh Baruch Hu dit éloigne-toi de la maison de ton père. Éloigne-toi de la maison de ton père, mais tu as peur de quoi? Tu sais qui c'est Abraham? Abraham, c'est un homme qui change le monde. Abraham, c'est quelqu'un qui va bouleverser le monde. De quelle influence tu as peur pour Abraham? Abraham, c'est un hamoud, c'est un pilier, c'est une sommité, c'est un monstre. Il est capable de tout changer. Il va à l'encontre, il rentre, il y a le roi qui le jette dans le feu, il ressort indemne. D'accord? Il bouleverse l'humanité. Tout le monde entend parler d'Abraham. Abraham, c'est le sujet d'actualité du monde entier. Et tu me dis qu'Abraham, il faut quitter la maison du père parce que, justement, il y a une mauvaise influence. Alors, qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend que la Torah, elle a peur de l'influence. Elle a peur de l'influence, même si on s'adresse à Abraham, qui, lui, est l'influenceur. Vous savez, toujours dans les relations, on va dire, humaines, vous avez ce qu'on appelle le meneur et vous avez les suiveurs. D'accord? Vous avez le meneur et les suiveurs. Il y a celui qui se laisse diriger, celui qui, lui, il pilote le monde. Eh bien, piloter le monde, ce n'est pas risquer, ce n'est pas, on va dire, être assuré de ne pas être influencé. L'influence, c'est quelque chose qui, malheureusement, porte ses fruits, peu importe le niveau, les dimensions dans lesquelles je me trouve. C'est pour ça qu'il faut faire très attention en pensant que beaucoup de personnes, par exemple, qui se sont senties fortes, se sont dit, tiens, on va déménager, on va l'habiter, on va prendre une maison un peu plus loin, on va sortir un petit peu du contexte communautaire et on va prendre une petite maison, c'est bien pour les enfants, on va aller dans un truc. Il y a une synagogue là-bas, il y a une synagogue. Mais ce n'est pas la même vie communautaire que dans la ville où elle se trouve actuellement. Eh bien, vous laissez quelques années comme ça, 2-3 ans. Au début, on fait des faillots. On revient toujours à la communauté où on était avant. Quand je dis on fait des faillots, c'est pas péjoratif. Mais on se sent, parce qu'on ne se sent pas à l'aise là où on est. Donc on a besoin de se rattacher à ses fondations, à ses racines. Et au fur et à mesure, tout s'étiole. Après, on prend des nouvelles des personnes. On dit, qu'est-ce que tu deviens? Ah, ben voilà, maintenant, la petite, elle est
à l'école Sainte-Catherine de la Madeleine. Le petit, il est il est à l'Université du Vatican. Tiens, on s'aperçoit qu'au fur et à mesure, d'accord, on a une dilution qui se constate. Et cette réalité, elle existe dans tous les domaines, peu importe le niveau social où je me situe, peu importe la force mentale et psychologique dans laquelle je suis. On parle d'Abraham pour qui la Torah a eu peur. Dieu, il a dit, va-t'en. Ne t'appuie pas, n'aie pas confiance en toi. L'influence, disent les Chachamim, c'est comme une personne, même si elle est parfaitement lavée, fraîchement vêtue, encore avec l'eau de colonne du matin, elle sent le bonheur. Elle rentre dans une tannerie où on met des pots dans des excréments qui sont en suspension, comme ça, dans un liquide qui est de la chaux, pour pouvoir faire tomber les poils et comment dire, et nettoyer les surfaces. Le type, il ressort, il sent mauvais. Et c'est ça l'influence. C'est pas parce que tu es rentré beau, propre, etc. Quand tu rentres dans un endroit sale, alors le problème, c'est que dans une tannerie, je sais que quand je rentre dans une tannerie, ou quand je rentre dans un, je sais pas moi, dans un endroit, dans un bar tabac, je ressors, je sens la cigarette. Quand je fais frire mes boulettes, j'ai beau sortir de la douche, mais je fais frire mes boulettes, je sens la boulette, je me balade avec la boulette. D'accord? Donc, c'est quelque chose d'inévitable. Eh bien, sachez que dans l'influence, c'est inévitable. Le danger, c'est que pour l'influence, la mauvaise influence, on ne le voit pas. On ne le ressent que lorsque c'est déjà trop tard. C'est pour ça que les Khamim disent attention. Il y a des choses que tu peux gérer, il y a des choses que tu ne peux pas gérer. Ne te prends pas pour un surhomme parce que tu n'arriveras jamais à éviter ce genre de choses. Et pourtant, alors je vais vous dire en quoi il était même influençable. Parce que, en fait, Abraham Avinu, il faut savoir qu'il avait déjà, quand il a brisé les idoles, d'accord, de son père, le Midrash rapporte qu'il a brisé les idoles de son père, il était vendeur d'idoles, d'accord. Alors, maintenant, je vous pose une question. Abraham Avinu, il a déjà découvert que Dieu, c'est le Dieu, il a parlé avec Dieu. Et il est encore, donc, dans cette phase de tchouva, il est encore crédible pour vendre les idoles de son père. Vous imaginez que s'il n'y avait pas chez lui une nekouda, c'est-à-dire un petit doute qui subsiste, comment pourrait-il être crédible de continuer à vendre des idoles que son père le laisse entre les mains des idoles si jamais il n'avait pas le sentiment que son fils n'avait pas été fondamentalement transformé par ses croyances. Donc en fait, les familles disent que quand il était en train de vendre des idoles, c'était pas du Abraham à 100%. Dire, la période où Abraham a changé, c'est une période dans laquelle il était encore un petit peu de cet Abraham d'avant, dans lequel il y avait encore cette touche d'idolâtrie. Donc, on n'est jamais à 100%. Abraham, il a 100%. Mais quand il a 100%? Quand il a la Mila. À la Mila, il est appelé Tamim. Il est appelé parfait, intègre. Avant la Mila, il lui manque encore ce qu'on appelle ce chibour, entre cette jonction entre le corps et la neshama. Il y a encore des questions. Il y a encore et il va être éprouvé parce que justement, il va falloir construire sa émouna au fur et à mesure. Et donc, l'influence, elle est inévitable. Elle est inévitable, elle est dangereuse, et la Torah dit attention, tu vas devoir partir. Et le Rambam, dans l'Ilchot Deot, il dit que l'être humain est influençable. Et Ilchot Deot 6.1, il dit que l'être humain est influençable de par sa nature et juste par son entourage. C'est pour ça qu'il doit veiller à se rapprocher uniquement des personnes qui ont une bonne influence sur lui. Alors, je vais aller encore même plus loin. Les pensées sont influencées et ça influence les autres. Vous vous asseyez à côté d'une personne qui pense mal, d'accord, qui pense, quand je dis mal, pas obligatoirement malsain, mais qui est découragé, il a des pensées négatives. Pensées négatives, ben, vous les absorbez, même s'il ne vous a rien dit, même si rien n'est sorti de sa bouche, même si aucun mot ne vous a convaincu.
juste à proximité avec quelqu'un qui a des pensées négatives. Alors vous allez me dire, mais cet homme-là, il faut qu'il se rapproche de qui? Parce que s'il a des pensées négatives, bah, il va influencer positif. Moi, maintenant, je veux me rapprocher des gens bien. Le Rambam me dit, il faut que tu rapproches des gens bien. Et moi, je suis pas bien. Donc, j'ai influencé le pas bien. Donc, comment je fais faire? En fait, c'est le même principe que l'invitation. Lorsque vous allez manger chez un non-juif, c'est interdit. Parce que manger à sa table, c'est finalement se fondre avec lui dans ses minagim, dans ses tendances. Et le Khamim dit manger du pain dans le juif, c'est arriver malheureusement tôt ou tard à faire que les enfants se marient ensemble. C'est pour ça qu'on ne boit pas du vin dans nos juifs, c'est pour ça qu'on ne mange pas du pain dans nos juifs, c'est pour ça que j'allume la boulangerie. Hein, parce que j'ai peur pour nos enfants. De quoi? Oui, j'allume seulement la boulangerie. Pour l'instant, celle qui fait angle, j'avais arrêté pendant un certain temps. Ils me relancent pour que j'aille revérifier. Mais bon, c'est plus difficile à contrôler là-bas que chez le boulanger là, à côté du fleuriste, chez Karim. Il y a des règles. Il y a des règles. Bien évidemment, on a toujours, on va dire, on limite les dégâts au niveau cache-route, c'est-à-dire qu'on fait attention à ne pas rentrer dans le problème de taref, parce que déjà, si la farine n'est pas cachère, la farine n'est pas cachère. On peut monter et descendre, on allume 3 fois le four, on nettoie le four, on met le pain dans le four, on fait le pain soi-même, ça ne change rien. La farine, elle est taref. Donc, en fait, il faut déjà que la farine soit cachère. Il faut que le mode de cuisson soit dans un four particulier, que ce qui a été cuit et qui est taref soit cuit sur des plateaux, mais que le pain soit cuit directement sur le sol du four, même si dans le même four où il a cuit des choses taref, il cuit après du pain, c'est caché. Ah bon? Oui. Pardon? Avec des saucisses. Non. Parce qu'en fait, on ne parle pas de cache-route sur le taram, c'est sur l'odeur ou sur la vapeur. Nous, on parle de la mamachoute, c'est-à-dire de ce qui est palpable. Donc, c'est pour ça que, mais vous me direz, je veux acheter du pain chez un juif cachère. Et je me dis, mais bien sûr. Là, on est en train de permettre aux gens, justement, parce qu'en allumant, je contrôle, donc, il surveille la composition de son pain, il sait que quand j'arrive, s'il y a un truc qui ne va pas, je lui dis, c'est fini, j'allume plus. Vous savez que quand il a changé le four, l'ancien patron, il a changé le four, c'est un Égyptien, l'ancien patron, il m'a appelé, il me dit, je vous en supplie, venez allumer le four, je vous en supplie. Je lui dis, mais pourquoi allumer le four? Il dit, je veux que le four il soit allumé pour la première fois par vous. Il venait lui installer le nouveau four, il a interdit aux techniciens, il a dit, il faut que ce soit le rabbin qui allume le four. Donc, si jamais maintenant je lui dis, moi j'allume plus, c'est fini, je dis à tout le monde que c'est... Une fois, il a voulu faire des chalotes, Karim. Je lui ai dit, tu fais des chalotes, je ne reviens plus. Je te jure, je ne peux plus. D'accord? Pourquoi? Mais parce que je ne peux pas contrôler les ingrédients, parce que, voilà, un jour il va mettre ça, un jour il va mettre ça. Hein? L'autre? Ouais, je sais. Bon. Ceci étant, bon, la cache-route, c'est un gros dossier, mais c'est bien de savoir ce que vous pouvez acheter dans une boulangerie cachère. Achetez-le dans une boulangerie cachère, ça, c'est pas un problème. C'est encore mieux. Donc, maintenant, qu'est-ce que va faire Abraham? Non seulement il comprend que l'influence, elle est dangereuse. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'Abraham est influent. On parle de quelqu'un d'influent, on ne parle pas de quelqu'un qui est un suiveur, on parle d'un meneur. Eh bien, Abraham, il a compris la leçon. Il a compris le message divin. Il dit, pars de la maison de ton père, qu'est-ce qu'il va faire? Il va amener le monde à la conversion. Les gens vont passer par sa tente, il va leur donner à manger, et il va les nourrir. Et au moment de partir, combien je te dois? Mais non, c'est pas moi qui t'ai nourri, c'est Dieu. Qu'est-ce qui Dieu? Ben, c'est celui-là. Et
je ne comprends pas, c'est incroyable, etc. Et au fur et à mesure, il emboîtait le pas à la discussion et la personne reconnaissait Akadosh Baruch Hu, jetait son idole et se convertissait. Et quand la Torah dit on parle de Abraham et de Sarah qui fabriquaient littéralement des êtres en les convertissant. Abraham s'occupait des hommes, Sarah s'occupait des femmes. Et tous ces juifs, que sont-ils devenus? Tous les convertis. Il n'y en a absolument aucune trace dans la Torah. Abraham convertit des centaines, des milliers, peut-être des centaines de milliers de personnes. On ne sait pas jusqu'où s'étendait la force de frappe d'Abraham et de Sarah. Mais le texte nous dit qu'ils ont véritablement fabriqué une communauté, un peuple juif. Pourquoi Abraham, fils de Terah, un idolâtre? Pourquoi il a choisi juste Abraham? Il n'était pas dans la Torah, parce que son père était idolâtre. Exactement. Alors, oui, il n'avait pas eu encore la Mila, tout à fait. Non, pas du tout. De toute façon, à l'époque, on ne parle pas encore juif. Adam Arishon, il n'est pas juif. Noach, il n'est pas juif. Abraham, il n'est pas juif. Yitzhak, il n'est pas juif. Par contre, les juifs descendent de cette lignée de laquelle est sortie, on va dire, les branches de Esav, de Ishmaël, de Esav, etc. Mais nous descendons de cette ligne. Mais en fait, chacun se revendique aussi de Abraham, de Yitzhak et de Jacob. C'est le trépied du monde. C'est la fondation de l'humanité. Ceci étant, Abraham, il est peut-être le fils de Terah, mais Abraham s'est démarqué par rapport à ça. Il a fait un travail sur lui. Et c'est ça qui est fantastique. C'est qu'Abraham, il avait un potentiel, il aurait pu ne pas l'utiliser, et il l'a utilisé. Bilham, il avait un potentiel, il aurait pu l'utiliser, et il ne l'a pas utilisé. Donc et pourtant, Bilham aurait pu être aussi grand que Moshe. Il était aussi grand que Moshe en possibilité. Donc on voit qu'on a tous des potentiels, mais la grandeur d'un être, c'est d'être capable d'utiliser plus ou moins son potentiel. À combien de pourcentage de son potentiel? Quel est le ratio de ce potentiel que j'ai réussi à réaliser? Je termine là-dessus. Oui, allez-y. L'irlour, exactement. Ça veut dire justement, c'est ce que dit le Rav Pinkus. Il dit que l'echlecha, ça veut dire pas parce que le l'irlour, c'est-à-dire cette saleté qui est sur toi, tu ne pourras pas t'en débarrasser, même si tu es un influent, tu influences le monde, sache que tu es passivement touché par cette loi et tu ne peux pas la percevoir. Elle va avoir un effet sur toi, sur ta descendance, mais quand tu le verras, ça sera trop tard. C'est pour ça qu'il faut faire attention en amont, comme on dit, l'éducation des enfants commence à la naissance des parents. Avant de voir que, évidemment, le vent tourne dans le bon sens, il faut le voir sur 2 générations. C'est très, très difficile. C'est pas comme ça. Il faut Et qu'est-ce qu'il fait Abraham Avinu? Eh bien, il dit, tiens, c'est incroyable. Akadosh Baruch Hu m'a demandé de partir, donc je vais convertir tout le monde. Comme ça, au moins, le maximum de personnes qui va reconnaître Akadosh Baruch Hu. Quel rapport? Quel rapport? Tous ceux qu'il a convertis, on n'en entend pas parler par la suite. Zéro personnes sont citées dans la Torah. J'ai entendu ça, j'ai lu ça du Rav Michael Peretz, de Dayan de Mexico. Je crois que c'est à Mexico, enfin c'est en Amérique latine. Je crois que c'est à Mexico, oui. Rav Michael Peretz, dans son sefer qui s'appelle Oshem, Aoleshem sur la Torah, il dit la raison, j'ai trouvé ça magnifique, et parce que Yitzhak va naître. Il a confiance, il sait qu'il va avoir une descendance. Akadosh Baruch Hu lui a promis. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer un environnement pour son fils Israël. Même si l'environnement, lui, est caduque, parce qu'il ne sortira jamais une personne que la Torah va citer, mais il a compris que l'influence, elle est terrible. Donc il s'est dit, c'est bien beau, il va naître dans une famille où Sarah et moi, on est des bons serviteurs de Dieu, mais autour de lui, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir que des idolâtres. Donc il crée un environnement pour son fils Yitzhak, pour que Yitzhak naît dans un système déjà huilé, qu'il ne soit pas influencé par le monde extérieur. C'est notre
notre but à nous, c'est de créer ça, de créer ce qu'on appelle un environnement qui soit un environnement protégé. Et même si on nous accuse d'hyperprotectionnisme, même si on nous accuse de vouloir mâcher le travail de nos enfants, il faut savoir que nos enfants sont influencés quoi qu'il arrive. Si déjà nous qui sommes des influenceurs, on est influencés de l'exemple de... Imaginons nos enfants. Donc en fait, il faut protéger l'environnement au maximum possible. Cette protection de l'environnement, Abraham a tout de suite compris. Et il a fait en sorte justement que lorsqu'Akadosh Baruch Hu lui dit « Sors de la maison de ton père », il a compris que quoi? Peu importe le niveau où je me trouve, même peu importe la force que je dispense pour modifier le monde, mais le monde me modifiera de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc maintenant, mon fils Yitzhak, qu'est-ce qu'il va devenir? Il va falloir que j'aménage un monde pour lui. Et c'est comme ça qu'en fait, Abraham va créer un univers pour permettre à Yitzhak de pouvoir vivre dans des conditions qui sont déjà optimisées, de telle manière qu'il ne perd pas le temps d'avoir à se battre contre l'influence passive et inéluctable et de pouvoir avancer, de gagner ce temps-là pour pouvoir avancer. Ça, c'est pour moi, c'est capital, quelque chose de très, très important. Parce qu'en fait, quand on vieillit, on s'aperçoit qu'on ne se souvient pas forcément de ce que l'on a fait quand on était jeune. Par contre, on se souvient du milieu dans lequel on a vécu. Et ça, c'est très important. On ne se dit pas, quand vous dites à une personne, tu te souviens de quand j'étais... Je me souviens, en fait, à chaque fois qu'on a un point de détail dans notre histoire, c'est toujours le contexte qui est immédiatement mis en avant. Je me souviens, tiens, ça me rappelle quand j'étais là-bas. Ça me rappelle quand j'étais avec celui-là. Et ça, en fait, on se souvient du milieu dans lequel on était. Plus que ce que l'on a fait, ce que l'on a été, ce que l'on a voulu. Des fois, on surprend, quand on me rencontre, on me dit, tu te souviens quand tu étais truc, que tu aimais ça? Je ne m'en souviens pas. En revanche, je me souviens d'une musique, un plat, un Dvar Torah, une rencontre, me replace immédiatement dans le milieu. Donc c'est pour ça que c'est tellement important d'avoir un milieu qui soit homogène. Pour ça, c'est important, par exemple, de choisir une école en fonction de sa maison et de choisir sa maison, c'est-à-dire de fonder sa maison en fonction de l'école. C'est très, très important pour nos enfants. On ne peut pas se permettre, par exemple, même si j'ai toujours, Emet et Yaakov, ça a toujours été l'école, pour moi, l'école dans laquelle j'ai mes enfants depuis qu'ils sont tout petits. Mais voilà. Mais on ne peut pas dire à toutes les familles de mettre leurs enfants et mettre les Yaakov. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait une adéquation entre la maison et l'école. D'accord? Vous ne pouvez pas dire, le dos, il arrive, il est avec des enfants. Ah ouais, moi, on veut une bonne école pour mon fils. Très bien, mais il faut que la famille suive. Donc, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une symbiose. Il faut qu'il y ait une équivalence. Donc, c'est important. L'école, il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise école. Il y a l'école qui, on va dire, permettent à la famille. Alors, il y a des familles qui commencent avec une école qui est plus ou moins tolérante et qui avance et qui change d'école, ça existe. Mais en fait, il faut avancer avec l'école. C'est très important. Le milieu dans lequel on vit, il est considérable. Donc, Bezrat Hashem, voilà le message de l'Echlecha. C'est très, 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 très important de faire attention et surtout de ne pas négliger en pensant que c'est pas grave, je peux fréquenter celui-là, je peux fréquenter celle-là, de toute façon, moi, je vais l'aider. Attention. Il ne faut pas croire qu'on est capable d'aider les gens. Des fois, c'est eux qui nous... Hein? Alors, la différence, elle est comment? Elle est qu'ils viennent chez vous. C'est-à-dire que c'est lui qui est influencé, dans ce sens-là. Mais aller chez eux, c'est vous qui êtes influencé. C'est pour ça que si, par exemple, moi, je veux progresser et me rapprocher de personnes, je suis, entre guillemets, le visiteur. Je ne suis pas le home. Je ne suis pas, comme vous savez, dans les matchs de basket, etc. Vous avez joué sur son terrain ou joué sur... C'est pas la même chose, c'est pas la même influence. On est renforcé quand on joue sur son terrain. Alors que quand on est en déplacement, on est fragilisé. C'est la même chose.
C'est exactement vérifiable dans tout dans la vie. Toute la vie est vérifiée comme ça. Savoir si on veut subir l'influence de personnes, alors on doit se soumettre à cette influence. Et là, on ne risque pas de les influencer. Par contre, on ne peut pas jouer les malins, les matadors, et s'exporter à l'extérieur en disant « je vais influencer le monde autour de moi et je vais aller sur le terrain ». Ça, ce n'est pas donné à tout le monde. On voit que même Abraham a dû se préserver de ça. Ben, vous avez des questions? Tout à l'heure, vous disiez que si je m'assois à côté de quelqu'un qui a des pensées très négatives, ça m'influence. Ça pourrait être le contraire. Moi, j'ai des pensées très positives. Alors, si maintenant, cette personne, elle attend de vous quelque chose de positif, alors son influence sera moins importante que si vous accrochez à cette personne. C'est comme ça, c'est dans le même... Ça veut dire dans quel sens est la relation? Est-ce que vous êtes la personne qui est censée lui apporter quelque chose ou pas? Par exemple, une personne que vous admirez, mais qui n'est pas forcément une personne de bonne influence. Le fait que vous soyez dans cette démarche d'admiration, vous subissez. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, quand, par exemple, vous admirez une personne qui, elle, est de bonne influence, et cette admiration, elle vous met dans une position de receveur. Et donc, à ce moment-là, vous recevez les bonnes... vous ne transmettez pas les mauvaises énergies. Alors, tout ça, c'est un petit peu à la mode, hein, énergie, bonne pensée, pensée positive. Mais en fait, ça existe depuis la nuit des temps. Des fois, vous ne vous sentez pas bien parce que vous n'avez pas été dans un milieu qui vous a... qui était... Hein? Alors, il y a des gens qui vraiment qui sont toxiques. Vraiment. Vous avez d'autres questions? Oui, c'est juste une question. Là, on était à Noir, d'accord. C'est la même génération qu'Abraham, il y a eu... Ils sont connus les deux ou pas? Qui, Noach et Abraham? Oui. Noach, je crois que Noach, alors, je ne peux pas vous le garantir, mais ça se joue à quelques décennies. S'il y a eu un croisement, il me semble que Abraham a connu Noach. Oui, il a connu en tout cas le fils de Noach, ça c'est sûr. Il y a un Midrash qui rapporte qu'Abraham, en fait, il a demandé à Malkit Sédek, qui était Shem, le fils de Noach, lui, comment ça s'est passé dans la Théma. Et Malkit Sédek, il lui a expliqué, il était roi de Jérusalem, et il lui a expliqué, il lui a dit, voilà, on était nuit et jour, on donnait à manger aux animaux, on s'est sacrifié pendant des jours et des jours, c'était terrible. Même un jour, mon père, il a tardé à donner à manger au lion, que le lion l'a griffé, s'est attaqué à lui, il est sorti en sang. Il lui a décrit. Et il a dit, c'est grâce à la tzedaka qu'on a fait dans la Teva que le monde a été sauvé. Puisqu'en fait, on a reconstruit le monde. Et Abraham, il a tiré un enseignement de ça en disant, si déjà faire du chesed avec des animaux, ça a été capable de changer, de redémarrer le monde, alors si je fais moi du chesed avec les êtres humains, plus forte raison, puisque les êtres humains sont ceux qui servent Dieu, alors que les animaux, c'est ceux qui servent Dieu. Donc, ça veut dire qu'en fait, faire du chesed avec ceux qui servent Dieu, c'est beaucoup plus fort. Et c'est ça qui a fait permettre à Abraham de découvrir l'Amidat HaChesed qu'il a développé pendant toute sa vie. Voilà, merci en tout cas de votre attention. Mais si vous avez des questions, vous pouvez me poser, il n'y a pas de problème.